Arrivée de l'IA, ça sonnait de là. On a tous peur de ce remplacement-là, on a tous peur pour nos enfants qui vont rentrer dans la vie active et qui, on se demande quelle va être leur place. Pour moi, l'IA, elle devient un consultant McKinsey dans sa poche. Bonjour Gabriel, bienvenue donc sur le podcast L'Entrepreneur Augmenté. Dans ce podcast, on va travailler 3 thématiques, la prise de décision, la santé et l'intelligence artificielle. Et avec toi, on va parler intelligence artificielle puisque tu as un nouveau projet spécifiquement là-dessus et au croisement de la prise de décision et de l'intelligence artificielle qui s'appelle Décision IA. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Gabriel Labichouebel, j'ai 52 ans, bientôt, cette année. J'ai 2 enfants, une femme, j'habite à Paris et je suis très heureux dans ma vie de couple, et c'est important de le dire aussi, en tant qu'entrepreneur. Je suis multi-récidiviste en tant qu'entrepreneur. J'ai commencé très tôt, j'ai été que 2 fois salarié 1 an et demi dans ma vie. Le reste du temps, j'étais indépendant, à faire du conseil, à monter une marque de bijoux. Au début, c'était des bondieuseries du monde entier. C'est une marque qui s'appelle Litchi. J'ai eu 3 projets de start-up tech avec un projet autour des podcasts mobiles, un autre du monitoring des énergies renouvelables et un autre autour du sales enablement. Et en 2012, j'ai créé 1 minute 30, qui est mon plus gros succès professionnel, qui a été la première agence d'inbound marketing en France, qui a été très connue parce qu'on était pionniers sur l'inbound et qu'on s'est appliqué à nous-mêmes l'inbound marketing. C'est vraiment l'idée de devenir son propre média et de convertir son audience en client. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait un article de blog par jour, une newsletter par semaine, un livre blanc par trimestre. On a écrit des livres, j'ai été présent avec une vidéo quotidienne sur LinkedIn à une époque, ce qui nous a amené à avoir énormément de visibilité. Plus de 300 000 visiteurs par mois sur le site d'1 minute 30. À la plus belle époque, plus de 150 000 à 200 000 vues par mois sur LinkedIn. Pareil, à la plus belle époque, quand le reach n'était pas aussi diminué qu'il l'est aujourd'hui. 80 000 à 100 000 abonnés sur nos newsletters. Donc 1 minute 30 a vraiment participé à faire connaître cette technique marketing qu'est l'inbound marketing et qui a eu beaucoup de succès. Et on a vraiment accompagné avec 1 minute 30 des clients comme Apple, comme SAP, comme Oracle dans la tech, mais aussi des clients dans d'autres secteurs comme Guy Hockey et de nombreux autres clients. On en a eu plus de 500 depuis 13 ans qu'on existe. Et aujourd'hui, 1 minute 30 a évolué depuis 2022 et est devenu partenaire HubSpot. Aujourd'hui, on est partenaire Elite HubSpot. D'accord. Donc, on accompagne les déploiements et l'intégration du CRM HubSpot chez nos clients. Et depuis, ça fait quelques mois maintenant, c'est naissant comme projet, le projet Décision IA. Mon ambition, c'est de permettre aux dirigeants de mieux utiliser l'IA, y compris pour des sujets stratégiques. Aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup parler de l'IA, tout ce que ça peut faire, mieux rédiger des mails, participer, à faire ses programmes de vacances, faire les devoirs des enfants. Mais on parle assez peu de ce qui peut être fait avec l'IA pour un dirigeant en termes de décision stratégique. Pour moi, l'IA, elle devient un consultant McKinsey dans sa poche. Et avec l'IA, on peut travailler ses business plans, ses modèles d'affaires, être capable de travailler son pricing, son positionnement. On peut faire des sujets vraiment stratégiques et c'est toute l'ambition du projet Décision IA d'éduquer les dirigeants là-dessus, de les sensibiliser là-dessus et puis après de les amener à faire la transformation IA de leur entreprise. Dernier petit point dans la présentation, c'est que Décision IA s'adresse aux dirigeants et s'adresse aux entreprises, mais c'est aussi l'ambition de créer un réseau de consultants qui utilisent ces méthodes de décisionnelles et d'IA décisionnelle qui permet de mieux décider et qui deviennent comme ça des consultants augmentés. Donc j'ai 2 cibles, les leaders augmentés, les dirigeants qui peuvent utiliser l'IA et transformer leur entreprise, et les consultants augmentés qui sont aussi des consultants qui peuvent utiliser l'IA, mieux l'utiliser pour mieux vendre, pour mieux se développer. Et ça rejoint vraiment ta notion d'entrepreneur augmenté, que ce soit les dirigeants ou que ce soit les consultants. Je faisais justement ce matin un post LinkedIn où on discutait avec un entrepreneur et il y avait le sentiment aussi de décrocher, de plus comprendre le monde dans lequel on vit. Et je me suis amusé ce matin à faire une recherche avancée avec le mode Deep Research d'OpenAI en demandant fais-moi une synthèse de l'évolution des 10 dernières années en termes de mentalité, etc. Il m'a sorti un rapport complet. J'ai fait le même avec Gemini.
J'ai mis tout ça dans Notebook LM. Je lui ai généré un podcast. Ça m'a fait une synthèse. Et j'ai généré une présentation avec Jen Spark en 10 slides qui présentait. Et donc, effectivement, j'ai mis cette fameuse image du consultant McKinsey dans ta poche. Alors, ça reste qu'une image, parce que ça va pas forcément aussi loin, mais... Et du coup, la question, c'était, ma première question, c'est quoi la spécificité entre le besoin de l'entrepreneur et l'IA? Quelle est la particularité en termes, justement, décisionnels, stratégiques, qui va faire la différence dans l'utilisation par rapport à d'autres personnes? Aujourd'hui, les entrepreneurs vont être pas mal submergés de messages promotionnels liés à l'IA. On va leur parler de formation IA pour les collaborateurs, pour mieux utiliser ChatGPT. On va leur parler d'agents pour automatiser plein de choses, automatiser la prospection, automatiser le matching d'offres, etc. Ça va être très opérationnel comme discours, un discours qui va être très orienté aussi gain en productivité, réduisez les coûts, réduisez le nombre de personnel, etc. Avec une promesse souvent rapide ou brouillonne, qui ne prend pas en compte quand même les limites de l'IA, qui sont les hallucinations, le fait que elle ne fait pas la différence entre le vrai et du faux, ce genre de choses. Donc on a des promesses comme ça très fortes qui donnent des messages où on le connaît dans la courbe de croissance et de hype des technologies. Là, on est tout en haut de la courbe du hype de l'IA, avec plein de fausses promesses. Et des choses où tous ceux qui ont mis en place beaucoup d'automatisation, il y a 42% des projets qui sont des échecs, et beaucoup qui font des marches arrière, y compris des grosses boîtes comme Klarna, qui avaient dit qu'ils allaient tout mettre, tous leurs services clients en IA, qui sont revenus. Moi, j'ai des expériences que j'ai entendues à la SNCF, où il y a eu des allers-retours, etc. Enfin, les promesses de gains de productivité énormes de l'IA en tant que telles, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, se réalisent pas toujours, alors qu'il y a d'autres sujets, comme la décision stratégique et l'aide à la décision, qui sont pas des fausses promesses, mais dont personne ne parle. Typiquement, les dirigeants, aujourd'hui, les chefs d'entreprise, sont très seuls face aux décisions stratégiques. Ils peuvent pas vraiment en parler à leurs collaborateurs quand il s'agit d'investir sur une nouvelle machine ou d'investir sur un nouveau projet ou de licencier des collaborateurs. Tout ça, c'est ou de choisir leur pricing, etc. Ils ont souvent pas, surtout dans les petites structures, les PME, ils ont souvent pas dans leurs équipes des vraies personnes avec qui ils peuvent parler de ça. Ils ont pas toujours. Ils ont pas toujours un comité de direction. C'est ça, pas toujours un DAF, pas toujours des gens qui ont fait ce type d'études. Eux-mêmes, ils ont pas nécessairement. Ils sont souvent autodidactes, ils n'ont pas nécessairement cette prise de recul, et donc se retrouvent très seuls face à des décisions stratégiques difficiles. Ils n'ont pas toujours les moyens non plus de se payer un consultant de grands cabinets comme McKinsey ou même de plus petits cabinets, parce qu'on parle tout de suite de journées à 1 500 € de l'heure minimum jusqu'à 5 ou 10 000 pour les McKinsey. Alors que l'IA, aujourd'hui, pour modéliser, créer des scénarios, faire des hypothèses, tester des prix, tester des discours, évaluer une organisation, définir une fiche de poste, etc. C'est un outil extrêmement performant qui, quand on l'utilise bien et qu'on crée un dialogue avec l'IA, pas seulement juste je pose une question, j'ai une réponse, mais je rentre dans une conversation, j'apporte de la matière, je réfléchis, je prends du recul, va être un super sparring partner stratégique et apporter pour moi un retour sur investissement et une valeur ajoutée extrêmement forte, parce que le retour sur investissement d'une bonne décision, un investissement à 50 000 €, un recrutement, un pricing, c'est les meilleurs retours sur investissement qu'on peut avoir pour quelque chose où apprendre à bien utiliser l'IA. Nous, on a des forfaits qui commencent à 5 000 €. Les 5 000 € sont remboursés très très vite, avec un dirigeant qui monte en compétence, qui est plus tout seul face à la décision, qui peut, en discutant avec l'IA, renforcer toutes ces décisions, gagner en clarté. C'est vraiment ça la promesse qu'on fait, et qui est une promesse qu'on tient à 100%. L'ensemble de nos clients aujourd'hui sont satisfaits, parce qu'ils ont découvert une vraie façon d'utiliser utilement l'IA, en prenant en compte les limites. Moi, leur apprendre les biais de l'IA, du fonctionnement, etc., ça fait partie intégrante de l'accompagnement et de la formation. On est sur des approches one-to-one,
Donc on va commencer à traiter des vrais sujets qui les concernent, des vrais cas, des vrais business plans qui sont utiles pour eux. Donc on débroussaille quand même des choses et on arrive à cette utilisation où ils se rendent compte que maintenant qu'ils savent utiliser, ils sont capables d'aller poser de nouvelles questions et avoir toujours comme ça un vrai sparring partner stratégique dans sa poche, une vraie capacité à être beaucoup moins seul face à la décision, et c'est un énorme soulagement en fait. Ouais, parce qu'il y a aussi il y a un peu un FOMO aussi, une peur de passer à côté du train de l'IA, de pas savoir est-ce qu'il faut effectivement tout automatiser. Donc toi, c'est plutôt d'intégrer ça déjà en dialogue et en sparring partners pour finalement aussi apprendre à se familiariser aussi. Ouais, tout à fait. Et tu le dis assez vrai, et c'est assez naturel comme continuation. Une fois que tu es rentré dans un dialogue stratégique, que tu fais pas que des choses opérationnelles qui font gagner du temps, qui font gagner de la ressource, que tu as compris les limites, tu peux aussi réfléchir à justement gagner en productivité, gagner du temps sur tes projets, commencer à mettre en place des assistants, mais tu le fais plus en mode il faut le faire, tout le monde le fait, dans le FOMO, Fear of Missing Out que t'évoquais. Tu le fais en connaissance de cause, sur des sujets où tu sais que l'IA peut apporter des réponses, où c'est toi qui as créé tes propres prompts, et donc tu as un résultat qui correspond exactement à ce que tu veux. Donc tu peux te créer tes assistants, non pas en allant copier et coller un prompt de quelqu'un d'autre, mais toi qui t'es créé ton prompt pour faire un assistant qui colle par exemple très bien à tes rendez-vous commerciaux, à la façon dont tu déroules un rendez-vous commercial, au next step que tu veux donner à un rendez-vous commercial. Ton assistant, il va te faire tes mails et tes propositions post-rendez-vous sur la base d'un transcript qui vont être vraiment les tiens, et pas celui de quelqu'un d'autre que tu auras copié-collé, qui ne te correspond pas trop et qui commencera à répondre des choses qui ne te correspondent pas. Donc tu vas pouvoir comme ça créer tes outils, tes assistants, tes automatisations qui vont te répondre bien, parce que en étant accompagné bien sûr, et ça c'est une deuxième offre qui vient après l'accompagnement stratégique, c'est l'accompagnement que j'ai appelé 30 par 30, qui consiste à utiliser l'IA 30 minutes par jour pendant 30 jours, et en faire de fait une habitude, à la fois à travers l'utilisation d'assistants, mais aussi le fait de l'utiliser ponctuellement pour des tâches du quotidien, qu'elles soient stratégiques ou moins stratégiques, et faire une habitude pour le dirigeant de cette utilisation de l'IA. Et on passe d'un truc où on était dans quelque chose de pas réfléchi, qui était dicté uniquement par la peur, à quelque chose qui devient à la fois stratégique, avec un vrai retour sur investissement, et avec une mise en application opérationnelle qui est maîtrisée, et où on n'est pas dépendant, parce que c'est pas des technologies complexes. On parle avec l'IA, on parle en français, il n'y a pas besoin de savoir coder, il n'y a pas besoin de savoir prompter, ça n'existe plus, la notion de prompting comme une science. Il y a juste besoin d'être clair, d'être très explicite, de savoir ce qu'on veut, de savoir sous quelle forme on le veut, et de fait... de bien savoir manager. Et pour moi, manager une IA, c'est comme manager un collaborateur. Ça se fait en étant clair, en sachant déléguer, en sachant faire confiance, et en même temps en sachant contrôler. Et effectivement, en se l'appropriant, c'est ce que disait aussi Laurent Alexandre, hein, pour apprendre à maîtriser l'IA, il n'y a rien de mieux que d'aller 1 heure par jour, 30 minutes ou 1 heure par jour. Et ensuite, il y a effectivement plein de cas. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé pour des brainstorming sur des noms. Alors ça, je trouve que c'est assez extraordinaire. On lui donne un nom, fais-moi des propositions, j'aime bien, j'aime pas. Moi, j'ai trouvé le nom du livre que je suis en train d'écrire avec Dominique Vian, qui s'appelle L'intelligence des possibles. C'est vraiment je pense que j'aurais pas trouvé sans ça. Et effectivement, c'est des dialogues, c'est peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais derrière, effectivement, on a un nom qui correspond vraiment à ce qu'on souhaite. Qu'est-ce que tu as vu, toi, comme cas d'usage les plus intéressants pour les dirigeants, les entrepreneurs? Alors, pour la petite histoire, Décision IA est aussi un nom trouvé avec l'IA. Je pense que j'aurais pu le trouver tout seul, mais ça fait partie des propositions que m'a faites l'IA quand j'ai brainstormé avec elle sur la création de ce projet. Mais effectivement, moi, je trouve qu'en termes de cas d'usage que j'ai fait avec des dirigeants et que je trouve hyper intéressant, il y a bien sûr le côté business plan,
avec 2 cas de figure, le côté, on va dire, un peu financier d'un business plan, lui dire là où on va, il va être capable de faire des hypothèses de revenus, des hypothèses de coûts, et de tracer les éléments d'un business plan. Mais il y a aussi le côté de se projeter dans un nouveau business et de lui donner une idée, un germe d'idée de ce que pourrait être le business, et lui de laisser broder, et il va rajouter plein d'idées complémentaires, structurées, aider à... Ça, c'est vrai qu'on lui donne à scénariser. Une idée pas très claire, et effectivement, ça clarifie. Et après, vu qu'il a quand même une connaissance encyclopédique sur plein de sujets, il peut faire des super croisements. Moi, parmi les idées que j'ai eues avant de lancer Décision IA, je réfléchissais à des sujets autour de la démocratie. Je trouvais que la démocratie marche pas très bien en ce moment. C'est vrai. Je pense que c'est nouveau pour personne. Non. Je réfléchis et j'ai voulu tester une idée de café de la démocratie. Donc, croiser le business du café qui marche très bien aujourd'hui avec les nouveaux coffee shops, le mocha latte, enfin tous ces trucs-là qui fonctionnent à fond et qui sont toujours pleins, avec ce concept de démocratie et d'en faire un thème fédérateur. Il m'a rempli plusieurs pages sur ce que pourrait être un café de la démocratie, sur comment l'animer, sur comment installer des votes, organiser des discussions, etc. Il est un expert en constitutionnalisme, donc il m'a parlé plein de choses là-dessus, tout en connaissant le business model d'un café. Il a su croiser ce genre de choses. Donc, c'est pas le meilleur pour aller trouver une idée innovante, mais il est très bon pour dérouler n'importe quelle idée, y compris une idée très innovante, parce qu'il va très bien, facilement mélanger des concepts. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi il est assez fort sur quand on se projette pour un persona. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que penserait un tel? Se mettre dans la peau d'un persona, enfin, tout pour. Qu'est-ce que dirait, pour tout ce qui est marketing, définir des personas, définir des positionnements. Des angles construire des discours de vente. Alors là, on rentre vraiment dans le marketing, mais c'est hyper intéressant. Du côté du dirigeant encore, il y a ce sujet de pricing. Moi, j'ai travaillé avec des clients sur des idées, sur des modèles de pricing, demander à l'IA de challenger ces modèles de pricing, de les tester sur des clients types, de voir sur quel client ça marche, sur quel client on facture trop cher en fonction du pricing et du modèle. Donc, il propose des vraies solutions, il peut proposer de la saisonnalité, c'est toujours très argumenté. D'accord, parce que le pricing, c'est effectivement un sujet complexe. Ouais. On a fait avec d'autres dirigeants des dossiers de subvention, de demande de subvention, où il aide à rédiger l'ensemble du dossier, y compris en posant aux dirigeants des questions personnelles pour que le dossier soit beaucoup plus sensible et personnalisé. Et tout ça, ça passe par beaucoup de techniques que je transmets aux dirigeants. Pour moi, il y a 3 choses qui font un dialogue réussi avec l'IA. La première chose, c'est déjà choisir le bon modèle. La plupart des dirigeants et puis la plupart des utilisateurs d'IA disent « Super, j'utilise l'IA, j'adore ça, j'utilise tous les jours. » Ils n'ont pas vu qu'il y avait un menu déroulant. Et ils n'ont pas vu qu'il y avait un menu déroulant avec plusieurs modèles. Donc, ils utilisent tous le modèle de base qui est 4O, qui est très bien pour répondre à des questions courtes, pour faire des images, ce genre de choses, mais qui, quand il s'agit de réfléchir, est mauvais. Parce qu'il ne réfléchit pas, il donne une réponse immédiatement. Là où il y a des modèles qui sont les modèles de raisonnement, comme O3 chez ChatGPT ou Gemini 2.5 Pro, qui viennent dérouler des chaînes de pensée, qui viennent décomposer une réflexion, qui prennent plus de temps, mais qui donnent des réponses qui sont autrement de qualité, etc. Il y a, comme tu l'évoquais, les recherches avancées. La plupart des gens ne savent pas l'utiliser, alors que pour faire des études de marché, des benchmarks, c'est délirant. Ça fait ce que ferait un jeune étudiant stagiaire en maîtrise en 10 jours, en 30 minutes. Et ça donne une vision assez exhaustive d'un paysage. Master, si tu veux. Donc c'est quand même hyper qualitatif pour les études de marché, les benchmarks. Donc choisir le bon modèle. Tu parlais de Notebook LM. Plein de gens ne le connaissent pas. Ce concept de RAG qui permet d'aller chercher des informations dans des documents, dans des sources qui sont vérifiées. Et dans ces cas-là, il y a quand même beaucoup moins d'hallucinations que quand on demande au modèle, parce que là, il s'appuie vraiment sur les documents qui sont transmis. Donc, il y a un des piliers de la formation et de l'accompagnement qui est de choisir le bon modèle. Et il y a un deuxième pilier qui est de donner du contexte.
l'IA connaît pas ta boîte. Non. Donc si tu lui donnes pas des éléments pour connaître ta boîte, pour connaître ton organisation, pour connaître ton bilan, ton chiffre d'affaires, etc., si tu lui demandes de travailler sur un business plan, si tu lui donnes pas le bilan, si tu lui donnes pas des éléments concrets de ta situation actuelle, ben, il va raconter n'importe quoi sur ta situation future. Donc vraiment donner du contexte, utiliser l'oral. Plein de gens n'ont pas vu qu'il y avait un petit bouton micro. Et quand on transmet une demande par oral, on va transmettre beaucoup plus d'informations. On va pouvoir prendre plus de temps d'expliquer et de parler, comme je te parle maintenant, à l'IA, pour lui donner des informations, lui demander ce que tu as envie d'obtenir, lui expliquer pourquoi tu penses que ce serait comme ci, comme ça, tu lui donnes plus d'informations, et de fait, lui, il va te rendre une réponse qui va être beaucoup plus personnalisée, parce que tu lui en auras dit beaucoup plus sur toi, sur ce que tu penses, et il viendra travailler ça. Bien sûr, il faut faire attention à pas initier le biais de confirmation de l'IA qui va toujours dire que t'es super. Oui. Donc il faut lui demander des choses objectives. On arrive au troisième pilier, c'est quel type de restitution que tu veux. Si tu veux que ce soit objectif, c'est par exemple, tu peux dire note-moi les choses, donne-moi une note. Ça le force à se positionner, à dire qu'un truc est moins bien qu'un autre. Typiquement, quand tu vas chercher un nom, il va te donner 10 noms et tu lui demandes de noter ces noms. Ouais, ou lui demander, moi, un truc qui marche bien, c'est donne-moi 10 raisons de pas choisir ce nom. Tout à fait. Ça, non, mais voilà, c'est d'aller le forcer à une critique, d'aller le forcer à positionner les choses sous forme d'outils du consultant, comme une matrice SWOT. La matrice SWOT, elle le force à donner les forces, les faiblesses, mais aussi les opportunités, les menaces. Donc, il n'est pas que dans le positif, parce qu'il a vraiment une tendance à être hyper positif et à dire que tout est génial, tout est super, etc. Donc ça, c'est un vrai truc contre lequel il faut lutter. Moi, j'ai remarqué effectivement que d'ailleurs, les modèles de raisonnement étaient vraiment, vraiment meilleurs pour suivre des instructions. Par exemple, effectivement, un modèle... Tu disais SWOT, mais ça peut être suivre un modèle de développement particulier. Ouais, tout à fait. Nous, sur la partie méthode effectuelle, suivre par exemple un raisonnement assez plus complexe, moyen effet, et c'est le jour et la nuit entre un modèle classique et un modèle de raisonnement. D'ailleurs, ça marche pas avec les dirigeants. Je n'utilise que des modèles de raisonnement, sauf quand on doit faire une image, sauf qu'on doit tester un truc, etc. Mais vraiment, et décision IA n'existe que parce que les modèles de raisonnement existent. Moi, ça fait depuis 2022, comme tout le monde, que je me suis mis à l'IA. Ça m'a complètement retourné la tête. J'y ai passé tout mon Noël 2022 à lire sur l'IA, à essayer de comprendre, etc. J'ai fait un premier livre blanc sur l'IA appliquée au marketing en 2022. Et puis, j'ai quasiment rien fait avec l'IA. Parce que ça restait, OK, je refaisais certains mails, je changeais le ton, etc. Mais ça restait hyper bateau. Et je réutilise là, mais vraiment quotidiennement, plusieurs heures par jour, comme mon premier outil de travail aujourd'hui, l'IA, depuis qu'il y a les modèles de raisonnement. Parce que ça devient un vrai sparring partner, et j'avais vraiment pas ça avant. Et c'est vraiment incroyable. Même là, donc de cette deep research là, dans le train, donc effectivement, c'est vraiment McKinsey dans la poche. J'ai repris Notebook LM, et Notebook LM, alors je sais pas jusqu'à quel point il prend les données, mais je lui ai dit, fais-moi un dialogue entre donc c'était pour quelqu'un qui était dépassé, entre un Gen Z et un génération X pour discuter du contenu. Et il m'a fait tout le dialogue avec c'est une dinguerie, les machins, les trucs. Et je l'ai fait générer un podcast après par Jen Spark, et la qualité est incroyable, quoi. Il y a les intonations, il y a et du coup, on se dit vraiment dans cet aspect aussi multimodalité, parce qu'il y a les modèles de raisonnement, il y a les modèles multimodaux aussi. Tout à fait. Parce que ce que les gens savent pas non plus maintenant, c'est que tu peux même... alors, l'usage, je le vois pas encore trop. J'ai essayé à ChatGPT, tu peux mettre la vidéo là. J'ai essayé de lui... J'ai dit à ma femme, au moment où on avait un nouveau jeu de société, tiens, on va pas lire les règles, on va mettre la... Bon, ça a pas marché. Peut-être que maintenant ça marchera. Mais par contre, s'il était trop nouveau le jeu, le modèle c'est ça. Pas, en fait. Je sais pas, mais en tout cas, il nous a dit n'importe quoi. Mais il y a par exemple aussi la même chose avec Gemini, où tu partages l'écran aussi maintenant. Et donc il te guide, il regarde ce qu'il y a à l'écran et il te guide. Donc tu peux avoir un nouveau logiciel, hop, tu lui dis dis-moi comment on fait tel truc, et il te guide étape par étape, quoi. Donc ça, il y a aussi cet aspect multimodal là qui, faut se dire aussi, ça analyse
Enfin, c'est vraiment, ça analyse son image, ça génère son image, et ça, c'est aussi. Et maintenant, c'est plus les voix robotiques, quoi. C'est vraiment des voix. Les vidéos générées par VO3 de Google. C'est juste sur un prompt, on a plusieurs secondes de vidéo, minutes de vidéo, où ils racontent des histoires complètement folles. Ouais. Si on repense aux dirigeants, moi j'essaye de leur partager vraiment tout le potentiel positif, mais il faut être aussi transparent sur ce que ça représente en menace. En termes de menace, effectivement. Et on a tous peur d'être remplacé. Moi, je viens du marketing. J'ai vu mon activité marketing vachement diminuer parce que je vendais du contenu, des articles pour du référencement naturel, des livres blancs, etc. Ce que je faisais, qui était premium en 2012, au début de 1 minute 30, est devenu une commodité. Ça devenait déjà le cas en 2022, avant même l'arrivée de l'IA, parce qu'il y avait énormément de gens qui le faisaient. Et l'arrivée de l'IA ça sonnait le glas de cette activité en faisant vraiment du contenu une commodité. Tu l'as aussi subi toi-même. J'ai subi ce remplacement-là. Donc on a tous peur de ce remplacement-là. On a tous peur pour nos enfants qui vont rentrer dans la vie active et on se demande quelle va être leur place, vu que l'IA est quand même remplace très bien des débutants, des stagiaires, etc. Donc, avec les dirigeants, c'est un sujet dans lequel on parle, sur lequel il faut se projeter. Les collaborateurs, quand on veut mettre de l'IA dans l'entreprise, ont aussi cette peur du remplacement, donc ils peuvent avoir énormément de résistance, même si ça peut améliorer la qualité de leur travail, si ça peut les rendre plus productifs, si ça peut les rendre même plus performants et plus excellents dans leur travail, parce que justement, ils ont quelqu'un qui peut faire et refaire et refaire jusqu'à ce que ce soit parfait. Donc il peut les aider, quoi. Il peut les aider, mais ils ont peur d'être remplacés à terme. Donc ça, c'est un vrai sujet qu'on aborde parce que je parlais des accompagnements, on commence par de la stratégie, on passe par un truc opérationnel du dirigeant, mais après, le vrai sujet, c'est aussi de transformer l'entreprise. Et cette transformation de l'entreprise, elle se fait avec l'adhésion du CODIR, quand il y a un CODIR, ou des managers, et puis l'adhésion des collaborateurs. Et on peut pas imposer l'IA, on peut pas dire il faut y aller à tout prix, il faut écouter les collaborateurs, il faut les embarquer, il faut leur montrer que on va pas déployer de l'IA pour les remplacer, pour réduire les coûts, mais on va aussi améliorer la qualité du service, offrir des expériences exceptionnelles aux clients, se démarquer de la concurrence et peut-être aussi embaucher parce qu'on fera des choses nouvelles. Cet accompagnement du dirigeant, elle part de lui et de sa propre décision. Elle passe après par son quotidien et son opérationnel, et après elle passe par son entreprise, et c'est là que ça devient passionnant. Et l'idée, c'est effectivement, c'est pas de remplacer, mais c'est bien d'augmenter. Tu parles de leader augmenté, moi je parle d'entrepreneur augmenté, et c'est d'offrir aussi des choses. À la fin d'entreprise augmentée, de fait. Et d'entreprise augmentée, et offrir des choses qui auraient pas été possibles, parce que on dit ok, ça remplace des choses, mais ça permet aussi un tas de nouvelles choses. Comme par exemple une personnalisation beaucoup plus poussée. Moi, j'ai fait quelques formations en one-to-one, mais tout était personnalisé. C'était leur support, mais c'était possible avec l'IA. Jamais avant on aurait eu une formation comme ça personnalisée. Et là, c'est facile. On prend un support, on donne le contexte, boum, ça nous fait des slides personnalisés au cas par cas. Ouais, tout à fait. C'est génial. Ouais, tout à fait. Donc il faut ne pas être juste, et moi je l'ai vécu sur la commoditisation du marketing, il faut pas juste dire on va être les premiers à commoditiser, à faire moins cher, mais en sachant qu'il y aura toujours moins cher que nous. Ah bah oui. C'est qu'est-ce qu'on peut faire effectivement de nouveau, et c'est là que l'IA ouvre un potentiel aussi dingue. Ouais. Et sur lequel ça vaut vraiment le coup de se pencher et de réfléchir. Ça offre aussi le fameux l'entreprise du solopreneur à 1 milliard. Oui. Ça c'est vrai que ça, moi je l'ai expérimenté. Dès qu'on va un petit peu dans alors c'est venu avec le vibe coding, donc cette capacité qu'on a à développer quelque chose sans savoir coder, mais on peut aussi l'avoir avec le vibe marketing. On peut lancer maintenant même des campagnes complètes, landing page, les pubs, les générations de pubs. Maintenant, la qualité est quasiment aussi bonne qu'un graphiste, donc c'est vrai que ça
ça offre vraiment des perspectives en termes de prototypage. Avant, effectivement, un start-upper, il se disait, j'ai pas de CTO, j'ai pas de... Alors que là, il peut faire un proto. Je voyais une interview de Mark Zuckerberg ce matin, je sais pas si tu l'as vu, qui disait que l'avenir de Meta, c'est qu'il n'y ait plus du tout d'agence. D'agence marketing comme entre que ça soit entre direct. la marque et Meta. D'accord. Et dire c'est clair. mets la carte bleue et après on s'occupe. Dis-moi qui est ta cible et nous on s'occupe de générer, donc plus de créa, plus de machin, plus de trucs, c'est tout automatisé, testé par l'IA pour générer un maximum de clics et un maximum ou alors un maximum de cash pour Meta, mais au passage, mais aussi un gain de temps pour l'annonceur. C'est aussi de la friction, une agence. C'est d'un intermédiaire. Faire une bonne créa ou une mauvaise créa. On peut mal se comprendre. Mal se comprendre, puis c'est des coûts, etc. Bon, ça fait mal à mon ancien métier. Moi, j'ai encore ce métier-là aussi. Effectivement, il va falloir les réinventer, ou pas d'ailleurs. C'est ça. Parce que le cheval s'est pas réinventé quand il y a eu la voiture. Ouais, tout à fait. Il a fait autre chose, il a fait des courses. Alors après, tout ne se passera pas sur les réseaux sociaux, donc il y aura encore des campagnes à côté, et justement, il y aura peut-être moins de gens qui en feront, et ça retrouvera de l'intérêt. Mais c'est vrai qu'on disait, le média buyer, il a disparu parce que c'était les algorithmes, donc les gens maintenant ils disent, mais c'est la créa, sauf que la créa est aussi en train de devenir... commoditisé. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va rester ? Le conseil, mais le conseil, après, le modèle de raisonnement, ils vont aussi conseiller. Donc, c'est sûr que ça... ça interroge sur tout. Là, le fameux... Alors, le SWOT, il est... Oui, je suis pas fan du SWOT en général, parce que je trouve que c'est un peu daté, mais c'est pas le modèle mais en même temps, dingue, après, c'est le plus connu. Et ça permet de voir la balance opportunité-menace qui a beaucoup de poids de chaque côté, quoi. C'est ça. Et moi, je fais souvent le parallèle avec le digital, qui est une révolution. T'es comme moi, t'es pas loin de la cinquantaine. On a vu pas mal de choses. Donc, on a vu la révolution digitale il y a 20 ans. La révolution digitale était une révolution pleine de promesses, avec finalement assez peu de menaces. Oui. Et quand on la voyait venir, on se projetait sur un futur, on voyait le potentiel du e-commerce, le potentiel du e-travel, enfin, plein de choses étaient faciles à projeter, qui n'étaient pas nécessairement perçues comme des menaces, enfin, peut-être pour l'industrie traditionnelle, mais c'était des choses assez simples. Là, c'est une révolution qui est beaucoup plus perturbante parce qu'on voit plein de potentiel et on voit aussi plein de menaces, y compris pour chaque business model, il y a une forme de menace, surtout dès qu'il y a de la connaissance et de l'intelligence dans le business model, il y a de la menace. Et finalement, c'est plus les métiers traditionnels qui sont les moins menacés, pour l'instant en tout cas. On disait il y a quelques mois que les développeurs étaient le métier le plus sûr et le plus grand métier d'avenir. Le vibe coding dont tu viens de parler ça remet en question. Remet quand même en question l'avenir des développeurs lambda. C'est Meta, je crois, qui vise 50% du code généré, ou Google. Ouais, tout à fait. Et tout ce qui n'est pas architecte, construction de l'ensemble du code et de la structure, le vibe coding commence à très bien le faire. Donc on est menacé. Enfin, il n'y a aucun métier, et en particulier les métiers intellectuels, qui ne soient pas menacés. Non, et ça, c'est sûr. Y compris ceux dont on était hyper certain que c'était les métiers d'avenir. Il n'y a pas plus tard que quelques mois. Développeur, c'était encore, tout le monde te disait, si ton enfant est développeur, il est tranquille. Ou ingénieur, ouais. Alors ingénieur, ça reste peut-être plus général. Voilà. mais développeur, peut se poser la question. Mais c'est vrai que c'est une forme d'époque. Enfin, j'ai pas vécu la Renaissance, mais on peut imaginer que ça ressemble un peu à ce fourmillement aussi, et de nouveautés, une sorte de renaissance numérique, et pas que d'ailleurs, mais parce qu'on a effectivement plein de choses à réinventer, quoi. Ouais, et on voit beaucoup la menace. Moi, je commence à voir il y a les climato-sceptiques, mais les IA-sceptiques, avec des gens... Non, pas les climato-sceptiques, les collapsologues, je voulais dire, des gens qui ont très peur du changement climatique. Il y a aussi des climato-sceptiques. Il y a aussi des climato-sceptiques, mais c'était pas d'eux dont je voulais parler. C'est vraiment tous ceux qui ont peur du changement climatique. Moi, il y a des gens qui sont en dépression à cause de ça, etc. Moi, je commence à en voir autour de l'IA.
en particulier dans le monde du marketing, ou des gens qui ont vu leur activité diminuer à cause de l'IA, où ils se sortent en perte de valeur, perte de repères. Ouais, perte de sens aussi, sont dit dans voilà, perte de sens. Moi, je commence à rencontrer, j'en ai 2 ou 3 qui m'ont parlé de guerre civile, enfin, avec des vraies peurs autour de l'IA. Et j'aime à dire là-dessus, et la menace, elle est réelle, et je veux pas la minimiser, mais je veux en même temps dire que c'est beaucoup plus facile de se projeter dans un monde catastrophique où l'IA remplacerait tous les humains et on n'aurait plus rien à faire et ce serait la guerre civile. C'est beaucoup plus facile à se projeter là-dedans qu'à se projeter dans les usages qu'on ne connaît pas encore de l'IA. Ouais, bah oui, bah ça c'est tous ces usages-là où l'intelligence que ça apporte en plus, cette capacité à s'appuyer sur ce second cerveau ou ce cerveau centralisé, etc., va ouvrir quand même des potentiels de dingue et va aussi permettre potentiellement une ère d'abondance et de renaissance. C'est pour ça que je rebondis là-dessus, avec tout ce que ça a apporté de richesse intellectuelle. Enfin, il n'y a pas que le pire qui peut arriver, le meilleur peut aussi arriver. Oui, le pire n'est jamais certain. Et faut nous laisser cette chance du meilleur. Et œuvrer pour ça aussi. Et pour moi, et je retombe sur mes pattes de décision IA, c'est aussi développer l'esprit critique par rapport à l'IA. Je t'ai parlé de la méthode avec choisir le bon modèle, je retombe sur mes pattes là. Choisir le bon modèle, donner du contexte, choisir le bon format de restitution. Ce qui est vachement aussi important, c'est de s'approprier les réponses. Et pour s'approprier les réponses, développer son esprit critique, être vraiment dans une position où tu ne te contentes pas de la première version, mais tu te challenges, tu vas chercher plus loin. Il y a 2 techniques que je partage avec mes clients. Il y a le flip prompting, je sais pas si tu as déjà entendu parler, mais c'est cette idée où tu demandes à l'IA de te poser des questions. Oui, et t'inverses le truc. C'est pas toi qui lui demande de te répondre, tu lui dis pose-moi des questions avant qu'elle te fasse une réponse pour s'assurer que la réponse ressemble à ce que t'attends. Ou une fois qu'elle t'aura donné une réponse pour vérifier que t'es d'accord ou pas avec la réponse. Ça te force à réfléchir, ça te force à améliorer ton prompt, enfin à améliorer le résultat, et à être dans cette position où à la fin tu t'appropries, parce qu'à la fin, quoi qu'il arrive, la décision est la tienne. Enfin, on parlait de décision d'investissement, de licenciement. Le résultat de ce que sort l'IA, c'est à toi de l'appliquer, et il faut que tu prennes une décision. Donc il y a cette méthode du free prompting, il y a une autre méthode que je partage dans mon livre et avec mes clients. C'est ce que j'ai appelé, et l'IA l'a appelé d'ailleurs, c'est la cadence 4R. Et les 4R, c'est le premier pour recevoir la première réponse, le deuxième pour réfléchir, et donc prendre le temps par rapport à une réponse de la digérer, peut-être d'y passer une nuit, surtout si c'est une décision importante, ou plusieurs nuits, voir comment ça décante. Le troisième R, c'est pour réinterroger. Et reposer des questions, faire du ping-pong, quitte à reprendre la discussion plusieurs fois sur plusieurs jours différents, pour comme ça vraiment être en capacité d'avoir un temps plus long dans la prise de décision avant le 4e R qui est celui de résoudre et enfin prendre ses décisions. Et ça, tu l'as naturellement quand tu bosses avec un consultant, parce que le consultant, tu commences à réfléchir dès le moment où tu le briefes, où tu as les premiers rendez-vous, les deuxièmes rendez-vous, il te pose des questions, où il te délivre ses comptes rendus d'entretien auprès de tes collaborateurs. Enfin, toutes ces étapes, c'est des moments où tu réfléchis, où tu commences à te projeter dans la décision. À un moment, il te propose des scénarios et il revient après pour valider avec toi quel scénario. Donc tout ça, ça s'est fait sur un temps d'1 ou 2 mois quand tu as une mission de conseil. Et là, avec l'IA, ça se fait sur quelques minutes, voire heures. Il faut redonner du temps long. Il faut laisser passer une nuit, reprendre, et peut-être que ça prenne 1 semaine, voire 2 semaines, mais qu'à la fin, ce soit ta vraie décision, que tu te sois posé des questions, que l'IA t'ait posé des questions, et que tu arrives à quelque chose où tu t'es vraiment imprégné de la réponse, et tu t'es pas juste contenté de lire une réponse qui a été pondue en quelques minutes par l'IA. Ça, pour moi, c'est hyper important dans cette méthode décision IA. C'est aussi de savoir redonner du temps par rapport à des réponses qui viennent très vite, quoi. Et puis peut-être avec des dirigeants qui ont jamais peut-être travaillé avec des consultants non plus. C'est ça, aussi. Et donc qui savent pas interroger, qui savent pas challenger, qui savent pas s'approprier, t'as tout à fait raison. On a fait un sacré tour, là, entre la menace, les méthodes. Il est déjà l'heure, en fait. On va quoi ?
13h20. On coupera. Mais... écoute, moi je fatigue là. Écoute Gabriel, on a fait un beau tour d'horizon à la fois de ce que tu proposes, de l'IA. On s'est projeté dans le futur possible. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot pour conclure ce podcast? Un dernier mot pour conclure ce podcast. Je vais te renvoyer un peu la parole parce que moi je trouve que ton approche de l'entrepreneur augmenté qui ne se contente pas de cette aide à la décision avec l'IA, mais qui adresse aussi la santé. Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, un sujet IA aussi hyper intéressant, parce que à travers, je vois ta montre avec tous ces cadrans, tu m'as parlé de ton lit, enfin d'un certain nombre d'outils comme ça de e-santé qui permettent de mesurer, de traquer, etc. Et donc de détecter avec l'IA potentiellement un certain nombre de dysfonctionnements, d'être en avance, etc. Je trouve que ce concept-là est très intéressant aussi, donc je voulais tirer un chapeau là-dessus. On en a peu parlé aussi pendant ce podcast, mais même ce matin qu'on s'est vu. Et je trouve que cette notion d'augmentation qui est au cœur de ton podcast, qui est au cœur de mon projet Décision IA pour augmenter le dirigeant, mais aussi augmenter les consultants, leur apporter plus de valeur, plus d'outils pour qu'ils soient meilleurs dans leur mission de conseil. On en a peu parlé d'ailleurs de ça. On aurait pu en parler plus. Et cette notion que tu as aussi avec cette augmentation de l'entrepreneur, y compris sur la santé et sur la forme, ça fait et ça rejoint ce côté meilleur des mondes et possibilité du meilleur. C'est qu'on a cette possibilité d'être vraiment augmenté et pas que remplacé. Et donc d'avoir une capacité de réfléchir mieux, de voir plus. On n'est pas obligé de finir comme les gros dans Wall-E, sur des fauteuils à regarder des films toute la journée parce qu'on a été remplacé. Ni comme Brian Johnson à être sous dispositif non plus toute la journée. Voilà, et on a une vraie capacité à faire de ça quelque chose de positif où notre cerveau reste dans une forme de contrôle et de sollicitation et d'excitation et d'émerveillement. Et je crois, enfin même si c'est pas le seul scénario et qu'on a évoqué d'autres scénarios, je crois que c'est notre devoir que de contribuer à l'émergence de scénarios positifs. Oui, alors du coup, dans ce concept d'entrepreneur augmenté, il y a effectivement augmenté dans les deux sens. Il y a ajouté, mais il y a aussi, il y a amplifié et il y a aussi ajouté des nouvelles possibilités. Et là, justement, on a tourné un podcast avec un médecin spécialiste du biohacking, donc toi sur la partie intelligence. L'idée, c'est vraiment de montrer effectivement les différents liens et qu'il y a l'idée que c'est effectivement d'augmenter ses capacités, non pas seulement dans une logique d'optimisation, mais dans une logique d'équilibre, de pouvoir effectivement avoir une clarté mentale, décisionnelle, parce qu'on est en bonne santé, parce qu'on se nourrit bien, parce qu'on fait du sport, parce qu'on dort bien, et qu'on n'est pas complètement déprimé, effectivement stressé ou en mode survie, parce qu'on va pas prendre des bonnes décisions, et même avec l'IA, on va juste amplifier quelque chose qui est pas bon. L'idée, c'est aussi d'avoir des cadres décisionnels. On parlait là du SWOT, donc moi je travaille pas mal sur la partie méthode effectuelle, donc d'avoir des méthodes de prise de décision en incertitude, en tout cas savoir utiliser le bon outil, la bonne méthodologie dans le bon contexte, dans quel cas je dois utiliser Océan Bleu, dans quel cas je dois prendre les Lean Startup, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est quoi ces logiques d'hypothèse, est-ce que je dois faire une hypothèse, est-ce que je dois baser sur ce que j'ai, Et ça, tu peux même le faire avec l'IA. Oui. Quand tu sais qu'il faut qu'elle te restitue quelque chose sous un modèle, mais que tu sais pas sous quel modèle, tu peux lui demander quel est le meilleur modèle pour restituer. Mais après, on peut même se former au modèle. C'est ça. Et elle peut te former au modèle, et une fois que elle t'a formé au modèle, tu lui dis, maintenant, j'aimerais bien que mon business plan ou mon idée machin, tu la mettes dans cet outil-là, parce que cet outil-là va me permettre de prendre du recul et de voir le pour et le contre mieux que le SWOT. Parce qu'effectivement, je parle du SWOT, c'est assez simple.
Mais pour chaque sujet, il y a des modèles intéressants Tout à fait, qui vont permettre de prendre du recul, quoi. On parlait de l'économie de la fonctionnalité de la coopération tout à l'heure. Avec l'IA, tu lui fais fais-moi un topo, dis-moi comment elle pourrait influencer mon modèle économique, travailler sur le partage de valeur, etc. Là, effectivement, ça va te. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir cet esprit critique, puisqu'effectivement l'idée, c'est pas de déléguer complètement non plus. La synthèse, tout ça, elle est très forte, mais si on sait pas le faire, on ne saura pas juger d'une bonne synthèse, on ne saura pas juger de est-ce qu'elle a bien appliqué la méthodologie, est-ce que le SWOT, effectivement, il est bien fait, est-ce que le raisonnement, il est bien... Parce que des fois, c'est subtil, mais on se rend compte que, ah non, là, ça va pas, là, elle a pas cité sa source. Mais sinon, c'est effectivement... c'est un travail vraiment d'augmentation pour, effectivement, les métiers intellectuels qui permettent d'accélérer. Donc, c'est vraiment l'intérêt de cette démarche et de faire intervenir des experts qui vont présenter ces différents angles et que les auditeurs puissent se rendre compte des différents liens, puisque c'est vrai que moi, ce qu'on me dit souvent, c'est « Mais Quentin, mais pourquoi tu parles de santé? Pourquoi tu parles de l'IA? Et pourquoi tu parles de sujets qui semblent rien avoir ?» Eh ben, les gens, petit à petit, vont comprendre que c'est lié. Ouais, mais ton approche, là, est hyper intéressante. Mais voilà, donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir se lancer là-dessus et puis de pouvoir partager avec les auditeurs et une future communauté peut-être de gens qui seront intéressés par ces sujets. Bon, longue vie à ton podcast. Ouais, merci. Longue vie à Décision IA. Voilà, et on peut se retrouver sur decisionia.com ou decisionia.com/rdv pour prendre rendez-vous avec moi. Voilà, action. Merci Gabriel. Merci à toi, salut. Salut.